Parfois, ce qui vous alourdit n'est pas toujours entre vos mains, parfois, c'est enfoui dans votre passé. Le bourdonnement d'activité dans le terminal C de l'aéroport international de Red Hollow dans l'Ohio semblait plus fort que jamais en ce matin gris de mars. Entre le flot statique des annonces aériennes et le crissement des roues des valises sur le sol en linoléum, l'agent Thatcher Malin, un agent chevronné de la sécurité de l'aéroport, scrutait la foule avec une vigilance exercée. À ses côtés, Bishop, un Malinois belge au nez qui semblait presque surnaturel et à l'agitation qui ne s'est jamais vraiment calmée, reniflait l'air, ses sens aiguisés captant quelque chose que Thatcher ne pouvait pas détecter. L'attention du chien était fixée sur le sol ciré, comme s'il traquait quelque chose d'invisible pour tout le monde. Pendant 7 ans, Thatcher avait fait confiance à l'instinct de Bishop plus qu'à n'importe quel autre partenaire humain. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Le comportement de Bishop n'était pas tout à fait correct. Le chien semblait agité, comme s'il sentait un changement dans l'air, mais Thatcher ne parvenait pas à comprendre de quoi il s'agissait. Et puis elle est apparue. Elle traversa la foule comme une ombre, une grande femme blonde se déplaçant avec une lenteur délibérée, ses mains tenant 2 sacs en papier. Son ventre de femme enceinte pressé contre son chemisier blanc sous un manteau bleu marine foncé, visiblement dans son dernier trimestre. Thatcher remarqua les petits détails, des lunettes de soleil surdimensionnées qui semblaient beaucoup trop sombres pour l'éclairage intérieur, des chaussures plates qui évoquaient le confort plutôt que la mode, son visage calme, mais ce calme semblait trop parfait, trop contrôlé pour un endroit aussi chaotique qu'un aéroport. Elle s'appelait Marlo Ashford, mais rien chez elle ne semblait spontané. Tout en elle semblait intentionnellement organisé, presque trop parfaitement conçu pour se fondre dans l'ensemble. Et puis, dès que les yeux de Bishop se sont posés sur elle, tout a changé. Il se figea, son corps se raidissant avant que le grognement ne s'échappe du plus profond de sa poitrine. Puis vint l'aboiement aigu, fort, insistant. Il ne s'agit pas d'une agression, mais d'un avertissement. Un son qui vibrait dans l'air, urgent et implacable. La prise de Thatcher se resserra sur la laisse, essayant de garder son chien sous contrôle, mais le corps de Bishop était tendu, la fourrure dressée, les muscles enroulés d'une manière que Thatcher n'avait jamais vue auparavant. Il n'avait jamais réagi ainsi face à une femme enceinte. Jamais. Marlo n'a pas bronché. Elle ne s'est pas arrêtée. Mais derrière ses lunettes de soleil sombre, son regard se fixait sur le chien avec quelque chose de troublant dans les yeux. Ce n'était pas de la peur, ni de la confusion, mais quelque chose de beaucoup plus froid, la reconnaissance. Comme si elle comprenait exactement pourquoi Bishop réagissait de cette façon, comme si elle était au courant d'un secret que les autres ignoraient. « Madame, j'ai besoin que vous vous arrêtiez un instant », a appelé Thatcher, d'une voix ferme mais respectueuse. Elle hésita une fraction de seconde, puis fit encore 2 pas avant de s'effondrer. Le bruit de son corps heurtant le sol résonna dans le terminal comme un coup de tonnerre. Les sacs qu'elle tenait se sont renversés, envoyant des papiers, des petites bouteilles, une enveloppe scellée et un petit ours en peluche éparpillé sur les carreaux froids. La foule autour d'elle se figea sous le choc. Le temps lui-même semblait s'être arrêté, retenant son souffle dans l'instant suspendu. Thatcher s'agenouilla à côté d'elle, demandant par radio une assistance médicale. Les aboiements de Bishop s'étaient calmés, mais ils s'étaient désormais transformés. Ce n'était plus un avertissement, c'était une pure panique, comme si le chien essayait de communiquer quelque chose au-delà de l'entendement humain. Ensuite, Thatcher remarqua l'enveloppe près de sa main tendue, maintenant légèrement froissée et tachée. L'écriture dessus était tremblante, délibérée à un seul mot, désolé. Ce n'était pas seulement une lettre. C'était un message, un avertissement. Et à ce moment-là, alors que les sirènes commençaient à hurler au loin, Thatcher eut le sentiment troublant que cette femme, et quel que soit le fardeau qu'elle portait, n'était jamais censée atteindre cet aéroport. Mais maintenant, il était déjà trop tard. Certains noms restent enterrés pour une raison. Les ambulanciers sont arrivés dans ce qui a semblé une éternité, même si quelques minutes seulement s'étaient écoulées. Marlo gisait inconsciente, sa respiration superficielle, sa peau pâle contre le carrelage d'un blanc éclatant. Une fine couche de sueur s'accrochait à sa tempe, signe inquiétant de détresse. Bishop avait finalement arrêté d'aboyer, mais il était désormais assis à ses côtés, le corps raide, les yeux fixés sur son visage. C'était comme s'il gardait quelque chose que lui seul pouvait comprendre, une vérité à laquelle personne d'autre n'avait accès. Alors qu'un ambulancier levait doucement son poignet pour vérifier son pouls, Thatcher aperçut sa main gauche, serrant fermement quelque chose ou un collier. Ce n'était pas n'importe quel collier. C'était une étiquette militaire. Rayée, usée et vieillie avec le temps,
il portait un nom qui fit froid dans le dos à Thatcher. Un nom qu'il n'avait pas entendu depuis plus de 20 ans, Hollis RER. Le nom le frappa comme un coup physique, lui coupant le souffle de ses poumons. Des souvenirs de guerre revenaient, la chaleur, le sable, les bruits des coups de feu résonnaient dans ses oreilles. Hollis RER était bien plus qu'un simple nom. C'était quelqu'un que Thatcher avait désespérément essayé d'oublier. L'étiquette aurait dû être enterrée avec son propriétaire. Il aurait dû être abandonné dans un désert étranger, avec son soldat. Alors pourquoi était-il désormais entre les mains d'une femme qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant? Marlowe Ashford a lu à haute voix l'ambulancier sur sa carte d'identité, en l'accrochant à la civière alors qu'il se préparait à la déplacer. L'esprit de Thatcher s'emballait. L'enveloppe, le collier, le nom, rien de tout cela n'avait de sens. Il se pencha, ramassa l'enveloppe scellée qu'elle avait laissée tomber et la glissa dans la poche de son manteau sans dire un mot. Il ne savait pas pourquoi. C'était peut-être un instinct. C'était peut-être de la culpabilité. Mais quoi qu'il y ait à l'intérieur, ce n'était pas destiné à être vu par n'importe qui. Alors que la civière roulait, Bishop tira sur sa laisse, gémissant doucement, un son inhabituel de la part d'un chien habituellement stoïque. Thatcher s'agenouilla à côté de lui, la main fermement posée sur le collier du chien. « Vous saviez quelque chose, n'est-ce pas » murmura-t-il. Bishop poussa un gémissement sourd et brisé, un gémissement que Thatcher n'avait entendu qu'une seule fois auparavant. Le jour où Hollis n'est pas revenu. De retour dans le bureau du personnel, Thatcher était assis, regardant l'enveloppe sous la lueur crue des lumières fluorescentes. L'écriture manuscrite était indubitable. Ce n'était pas celui de Marlowe. C'était celui de Hollis pressé, précipité et tout en majuscules, comme lorsqu'il écrivait sous pression. Mais Hollis était mort. Tué au combat, corps rendu, funérailles organisées. Le cercueil était fermé. Alors comment cette lettre, écrite de sa main, pourrait-elle exister maintenant, en 2025 ? Thatcher s'enfonça dans la chaise en métal avec un léger fracas, le bruit résonnant dans la salle de repos vide. Lentement, il fouilla dans son manteau et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier, jaunie sur les bords. Ses mains tremblaient lorsqu'il le dépliait. La première phrase le frappa comme un coup de poing, « Si vous lisez ceci, cela signifie que je n'ai pas tenu ma promesse. » Certains fantômes ne hantent pas, ils guident. Thatcher le relut, plus lentement cette fois, sentant le poids des mots s'enfoncer. « Si vous lisez ceci, cela signifie que je n'ai pas tenu ma promesse. » Son cœur battait à tout rompre, sa poitrine se serrait à cause de la vérité à laquelle il n'était pas encore prêt à affronter. Le reste de la lettre s'est répandu sur un ton frénétique, presque désespéré, en partie confession, en partie avertissement. Hollis a parlé de quelqu'un qu'il avait rencontré lors de leur dernière tournée à Kandahar, une femme nommée Lena, une traductrice civile. Un secret qu'il avait juré de protéger à tout prix, un secret qui le hantait d'une manière qu'il ne pourrait jamais expliquer. Elle transportait bien plus que son propre passé, disait la lettre, et je transportais bien plus que du matériel. Thatcher se souvenait de Lena. Elle avait été une ombre en arrière-plan, jamais trop proche des soldats, toujours distante. Mais Hollis l'avait regardée différemment. Il avait toujours été protecteur envers elle d'une manière que personne d'autre ne comprenait. 22 ans s'étaient écoulés depuis la mort de Hollis RER, et une femme nommée Marlowe Ashford s'était effondrée à l'aéroport, tenant sa plaque d'identité et portant une lettre qu'il avait écrite. Cette prise de conscience frappa Thatcher comme un coup dur, le calcul était sinistre mais indéniable. Si Lena avait été enceinte au moment de la mort de Hollis, Marlowe pourrait très bien être sa fille. Mais si c'était la vérité, alors pourquoi était-elle ici maintenant? Pourquoi était-elle venue vers lui? Ses pensées furent brusquement interrompues par un coup sec à la porte. L'officier Dorian Fay, le partenaire plus jeune mais aux yeux vifs de Thatcher, entra à l'intérieur avec une expression sérieuse. « Elle s'est réveillée, » rapporta Dorian. « Elle te demande. » Thatcher se leva lentement de son siège, pliant la lettre avec précision et la glissant dans la poche de son manteau. Un frisson lui parcourut le dos, une sensation bien plus troublante que la température froide de la pièce. « Comment va-t-elle » demanda Thatcher, sa voix trahissant une pointe d'inquiétude. « Elle est stable, confuse. »« Mais, elle vous a demandé spécifiquement, » a expliqué Dorian. Thatcher ne se souvenait pas avoir rencontré Marlowe avant aujourd'hui, mais quelque chose dans la façon dont Bishop avait réagi, et maintenant son insistance à le demander, montrait clairement, ce n'était pas une coïncidence.
Il suivit Dorian dans le couloir stérile menant à la clinique de l'aéroport où ils avaient réussi à la stabiliser. Le bourdonnement des lumières fluorescentes au-dessus était d'une intensité troublante. Chaque pas qui se rapprochait de sa chambre lui donnait l'impression d'approcher un chapitre de son passé qu'il souhaitait désespérément laisser clos. En s'arrêtant devant sa chambre, Thatcher hésita. À travers la vitre, il pouvait la voir assise sur le lit d'hôpital aux ses lèvres pâles, ses mains tordant nerveusement la couverture d'hôpital. Elle paraissait plus jeune maintenant, fragile, comme si elle parvenait à peine à se tenir debout. Puis leurs regards se croisèrent. À ce bref instant, quelque chose a changé. Il vit Hollis dans ses yeux la même forme, le même poids de vérité non dite. Marlowe posa une question, ses lèvres bougeant à peine, « Savez-vous qui je suis ?» Il y a des secrets que l'on peut enterrer pendant des décennies, mais quand la vérité vous regarde dans les yeux, vous ne pouvez plus vous cacher. Thatcher entra dans la pièce, l'air étant plus lourd que jamais. Marlowe ne parla pas immédiatement. Ses mains restaient serrées autour de la couverture, ses jointures pâlissaient sous la force de sa poigne. Elle ne détournait jamais le regard de lui, mais son regard n'était pas seulement fixé sur lui, c'était comme si elle essayait de comprendre quelque chose, de mesurer quelque chose. « Vous le connaissiez, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix rauque mais posée. Hollis RER. Elle n'a pas dit mon père, et Thatcher n'a pas répondu immédiatement. Une partie de lui ne parvenait toujours pas à prononcer ces mots à haute voix. J'ai servi avec lui, dit finalement Thatcher, la voix calme. Nous étions dans la même unité jusqu'à la dernière tournée. Marlowe hocha la tête une fois, comme pour confirmer une vérité qu'elle seule pouvait reconnaître. Il a écrit sur toi, a-t-elle poursuivi, la voix chargée d'émotion. Il a dit que tu étais le seul homme en qui il avait confiance. Il a dit que si quelque chose lui arrivait, tu saurais quoi faire. La gorge de Thatcher se serra. Il ne se sentait pas digne d'une telle confiance ni après les choix qu'il avait faits, ni après la mort de Hollis. Marlowe fouilla sous son oreiller et en sortit une autre lettre, encore plus ancienne, froissée et presque en morceaux. Il m'a écrit ça avant ma naissance, a-t-elle expliqué. Ma mère l'a gardé caché toute ma vie, disant que c'était trop dangereux, que cela ne ferait que causer de la douleur. Elle le lui tendit, les doigts tremblants. Thatcher l'a pris avec précaution, sentant son poids comme s'il était doublé de plomb. Il ne l'a pas ouvert. Pas encore. Je ne l'ai trouvé qu'après son décès, a poursuivi Marlowe. Il y a quelques semaines. Et puis les choses ont commencé à se produire. Des gens me surveillaient, me suivaient. Quelqu'un a même tenté de s'introduire par effraction dans mon appartement. Ils n'ont rien pris, ils ont juste fouillé comme s'ils cherchaient quelque chose de précis. Sa voix se brisa et elle posa une main sur son ventre, instinctivement protectrice. C'est pourquoi je suis venu ici. Pour te trouver. Pour découvrir qui il était vraiment et pourquoi quelqu'un veut toujours ce qu'il a laissé derrière lui. Thatcher se laissa tomber sur la chaise à côté de son lit, la lettre reposant désormais sur son genou comme si elle pouvait prendre feu à tout moment. Il y a des choses que Hollis n'a jamais dites à personne, dit-il à voix basse. Pas même moi. Mais si quelqu'un est toujours après ses secrets, alors ce qu'il a enterré ne reste pas enterré. Marlowe tourna son regard vers le mur, les yeux lointains. Et maintenant, c'est moi qui le porte. Thatcher ne l'a pas corrigé. Au fond, ils savaient tous les deux qu'elle ne faisait pas seulement référence au bébé. Certaines choses ne sont pas prises pour blesser le monde, mais pour protéger une âme. Cette nuit-là, Thatcher était assis seul dans son appartement, la lettre de Marlowe toujours fermée sur la table devant lui. La faible lumière jaune de la lampe projetait de longues ombres sur le papier, rendant les mots « à ma fille, si je pars » semble incroyablement lourd. Bishop gisait à ses pieds, les oreilles frémissantes, les yeux mi-clos mais alertes, même au repos. L'air était chargé du poids des souvenirs et de la culpabilité. Il y avait des choses dont Thatcher se souvenait de sa dernière mission avec Hollis, des choses que personne d'autre n'était censé savoir, des choses qui hantaient ses cauchemars depuis plus de 2 décennies. Finalement, il ouvrit la lettre. L'écriture de Hollis, tremblante et précipitée, s'étalait sur la page comme un homme courant contre la montre. Il a parlé de dossiers gouvernementaux, de documents cachés et d'une clé USB saisie lors d'une opération secrète, une opération qui n'est jamais apparue dans aucun rapport officiel. Ils nous ont dit que nous avions trouvé des armes, peut-on lire dans la lettre. Mais ce que j'ai vu n'était pas fait pour le combat. C'était des informations, des noms personnels, des coordonnées et autre chose. Quelque chose pour lequel ils étaient prêts à tuer. L'estomac de Thatcher se serra. Il se souvenait de cette mission la nuit où Hollis avait disparu pendant des heures,
revenant avec du sang sur sa chemise et la peur dans les yeux. Il ne l'a jamais expliqué, n'en a jamais parlé. Il vient de remettre un cartable scellé à quelqu'un de l'anglais et fait comme si de rien n'était. Mais maintenant que le contenu de ce cartable n'avait pas atteint sa destination prévue ou pire, il l'avait atteint, et quelqu'un voulait le récupérer. Un coup frappé à la porte le sortit de ses pensées. 3 coups secs délibérés, confiants. Bishop se releva immédiatement, grognant dans sa gorge. Prudemment, Thatcher s'approcha de la porte, son arme à la main. Il l'ouvrit juste assez pour voir un couloir vide, mais quelque chose était collé sur la porte, une photo granuleuse en noir et blanc. Elle montrait Marlowe, visiblement enceinte, debout à un arrêt de bus. Au verso, un seul message tapé, « Tu n'es pas le seul à avoir reçu la lettre ». Le sang de Thatcher s'est glacé. Il ne s'agissait plus seulement de Marlowe. Quelqu'un d'autre avait reçu le même avertissement, la même information, et il la surveillait. Cela signifiait qu'elle n'était pas en sécurité ni à l'aéroport, ni à la clinique, ni nulle part. Il se tourna vers Bishop. « Prends ton gilet », marmonna-t-il. Nous y retournons. Quoique Hollis ait volé, Marlowe détenait désormais la clé pour le retrouver, et quelqu'un était déterminé à la faire taire avant qu'elle ne découvre la vérité. Au moment où Thatcher retourna à la clinique de l'aéroport, il était minuit passé. Les couloirs étaient calmes, la plupart des voyageurs partis depuis longtemps, remplacés par des concierges et du personnel qui lui accordaient à peine un regard. Mais quelque chose dans l'air n'allait pas. Bishop s'élança avec un objectif clair, le nez frémissant et les oreilles alertes. Les portes de la clinique étaient entr'ouvertes à un signal d'alarme immédiat. La sécurité n'a jamais laissé les chambres ouvertes après les heures d'ouverture. Thatcher attrapa son insigne et poussa prudemment la porte. Les lumières étaient éteintes, le bureau de l'infirmière était vide et la chambre de Marlowe était déserte. Sa couverture était soigneusement pliée sur la chaise, tandis qu'un gobelet en plastique rempli d'eau restait intact sur la table de nuit. L'estomac de Thatcher se serra. Marlowe ne serait pas partie sans en parler à personne, pas après leur conversation. Elle ne serait pas partie à moins que... Il se tourna vers Bishop, qui était obsédé par quelque chose et reniflait furieusement la bouche d'aération. Puis vint le grognement, sourd et menaçant. Quelqu'un était venu ici récemment, et quel que soit ce soit, il s'était assuré que Marlowe ne resterait pas. Son téléphone sonna dans sa poche, le numéro était inconnu. Il a répondu. Il y eut un silence pendant un moment avant qu'une voix masculine déformée, calme et délibérée, ne traverse le calme. Elle est plus en sécurité avec nous qu'avec vous. Officier malin, restez en dehors de ça. Vous avez déjà laissé tomber son père. Ne la laissez pas tomber non plus. La ligne est tombée en panne. Thatcher resta figé, le téléphone fermement serré dans sa main. Le froid dans la pièce semblait s'intensifier. Celui qui l'avait emmené savait exactement qui il était, connaissait Hollis, savait tout du passé. Il ne s'agissait pas d'un enlèvement aléatoire. C'était méticuleux, coordonné et planifié. Il rejoua les mots dans son esprit, « Tu as déjà laissé tomber son père ». La culpabilité le rongeait, mais la colère le brûlait encore plus. Il ne pouvait pas sauver Hollis, mais il ne perdrait pas Marlowe non plus. De retour au QG de la sécurité, Thatcher a visionné les images du couloir de la clinique. C'était clair, 23h46, 2 hommes habillés en ambulanciers poussant une civière avec précision. Calme, professionnel, aucune trace de panique. Marlowe gisait inconsciente, attachée, sans aucune trace de résistance. Ils ont même fait un signe de tête au personnel de nuit au faux diplôme, vrais uniformes et sont partis en moins de 90 secondes. Thatcher a mis la vidéo en pause et a zoomé. La voilà, une tache à peine visible sur le sac civière, Rion. Un nom issu d'un passé qu'il avait espéré oublier, lié à des opérations dont on ne voulait jamais parler. Thatcher regardait l'écran, la mâchoire serrée, le cœur battant. Il n'avait pas seulement anticipé son arrivée, il l'attendait. Certains dossiers, une fois enterrés, ne devraient jamais être rouverts, à moins que vous ne soyez celui pour qui ils ont été enterrés. Assis dans la pénombre de sa cuisine, Thatcher restait immobile, la tasse de café devant lui toujours fumante mais intacte. Bishop gisait tranquillement près de la porte, alerte mais immobile. Le nom, Rion, résonnait dans son esprit, un sombre rappel de choses enfouies depuis longtemps. Ce n'était pas n'importe quelle organisation. Rion était une cellule d'opération noire, une opération née de la poussée des services de renseignement après le 11 septembre. Officiellement dissoute en 2011, mais les rumeurs persistaient, elle opérait toujours en secret.
Hollis en avait déjà parlé à voix basse lors d'une patrouille dans le Helmand. Il ne se contente pas d'extraire les gens, avait déclaré Hollis. Il les efface. Thatcher savait qu'il avait besoin de réponses, et il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait encore avoir accès aux archives hors réseau qui détenait la vérité, Albie Crane. Un théoricien du complot et ancien analyste de la NSA devenu voyou il y a des années. Albie vivait hors réseau dans une caravane délabrée nichée dans les collines à l'extérieur de Columbus. Cela faisait plus d'une décennie que Thatcher ne l'avait pas vu pour la dernière fois, mais si quelqu'un avait des choses à dire sur Orion, c'était bien Albie. Alors qu'il conduisait dans la nuit, les images se rejouaient dans son esprit, le professionnalisme fluide des médecins imposteurs, le badge, le message effrayant. C'était clair désormais, ils n'improvisaient pas. Ils exécutaient un plan en cours depuis des années. Si Hollis avait laissé derrière lui quelque chose d'assez puissant pour réveiller cette opération fantôme, ce devait être plus que de simples noms, cela devait être la preuve de quelque chose de bien pire, quelque chose qu'il tuerait pour garder caché. La caravane d'Albie était un désordre chaotique de panneaux solaires, de câbles et d'antennes paraboliques, tout droit sorti d'un film dystopique. Une pancarte sur la porte disait « Souriez, vous êtes déjà compromis ». Quand Albie a répondu, pieds nus et vêtu d'une chemise sur laquelle était écrit « Je ne me fais pas confiance non plus », il n'a pas bronché à la vue de Bishop ou de Thatcher. « Je t'avais dit que ce jour viendrait », marmonna-t-il d'une voix sèche. « J'ai 2 sauvegardes du fichier fantôme. Mais si vous êtes ici, l'une d'elles est déjà en cours de lecture. » Thatcher haussa un sourcil. « Tu savais pour Hollis ?» Le sourire d'Albie était sombre. « Je ne le connaissais pas, mais j'ai suivi l'opération. L'extraction des actifs a mal tourné, la panne de communication. Ce n'était pas seulement une mission bâclée. C'était une dissimulation. Et votre ami n'était pas qu'un soldat. Il était le dernier homme qui se tenait entre ce dossier et le monde à l'intérieur. » Albie fit glisser un disque dur crypté sur la table, ouvrant un dossier marqué d'une icône en forme de crâne. L'écran vacilla avant de révéler un fichier vidéo. « C'est ce qu'ils ont enterré, » murmura Albie, « et ce qu'ils tueront pour l'enterrer à nouveau. » Thatcher se pencha, le souffle retenu. L'écran affichait une salle d'interrogatoire faiblement éclairée. Une silhouette dans l'ombre était assise en face d'un homme attaché à une chaise, à peine conscient. Les bleus sur son visage étaient visibles à Hollis. Et la voix hors champ était froide, exigeant, « Dites-nous où vous l'avez caché, où votre enfant disparaît. » Les mots obsédants résonnaient sans cesse dans l'esprit de Thatcher, certains sauvetages ne sont pas planifiés sur les cartes. Ils sont construits sur le regret. Ce qui l'a tourmenté n'était pas seulement la violence, c'était le moment où Hollis a levé les yeux et a murmuré, « Elle est innocente. Vous ne la touchez jamais, jamais. » Cette simple phrase disait à Thatcher tout ce qu'il avait besoin de savoir. Hollis savait que ce jour viendrait. Pas pour lui, mais pour sa fille. Thatcher avait vu suffisamment d'opérations secrètes pour reconnaître les signes. Albie n'avait pas seulement refait surface, il attendait. L'arrivée de Marlowe avait déclenché quelque chose, un protocole, une alerte, enfouie au plus profond de systèmes oubliés depuis longtemps. Désormais, elle était entre leurs mains, et ce qu'il voulait était soit toujours en elle, soit pire, il pensait qu'elle était la clé pour découvrir ce que Hollis avait caché 20 ans plus tôt. Au centre de sécurité de l'aéroport, Thatcher a utilisé toutes les faveurs dont il disposait, récupérant des journaux de vol fermés, des images de surveillance et des sorties de véhicules. En moins de 6 heures, il a retracé l'enlèvement de Marlowe jusqu'à un entrepôt militaire désaffecté situé à 22 km de la ville. Elle était enregistrée sous une société écran Oculus Solutions à un nom qu'Albie avait associé au financement noir de Rayon au début des années 2000. Tout était aligné. Le piège était tendu et Marlowe en était au centre. Incapable de passer par les canaux officiels sans que Rayon soit impliqué, Thatcher a sorti le téléphone portable qu'il avait juré de ne plus jamais utiliser et a composé un numéro. Après 2 sonneries, une voix répondit. « Je ne pensais pas que j'aurais à nouveau de tes nouvelles, malin. » Il s'agissait de Cassandra Va, une ancienne spécialiste de la reconnaissance devenue agent fantôme. Elle lui devait la vie et elle n'oubliait jamais une dette. « J'ai besoin d'une extraction », a-t-il déclaré. Une seule cible. Risque élevé. Immédiat. Cassandra n'a pas posé de questions. Elle a simplement dit, envoyez les coordonnées. J'apporterai le silence. Thatcher a mis fin à l'appel, son regard tombant sur Bishop, qui s'est assis droit, alerte, comme s'il sentait le changement dans l'air. Tu es prêt pour un de plus ? Demanda-t-il, sa voix ferme mais empreinte d'une tension tacite.
La queue de Bishop cogna une fois, puis encore une fois, le rythme résonnant comme une promesse tacite. Thatcher n'avait plus besoin de confirmation. Il a saisi son arme et a soigneusement placé le disque dur contenant les images dans un boîtier sécurisé et verrouillé. Son esprit revint au mot de la lettre de Hollis, si vous la trouvez, protégez-la, même de la vérité. Le poids de ces mots s'est posé sur sa poitrine alors qu'il enfilait son gilet, vérifiait sa montre et marmonnait doucement pour lui-même, le temps est écoulé, Hollis. Je la fais sortir. Il est facile de vivre dans ce monde sans se rendre compte de ses ténèbres, mais dès que la porte se verrouille derrière vous, la vérité devient inévitable. Devant eux, l'entrepôt se dressait comme un monument en ruine dédié aux choses oubliées, sa vaste structure basse projetait de longues ombres sous les faibles lumières de la ville. Thatcher s'est garé à 2 pâtés de maisons de là, caché sous un viaduc, la silhouette rouillée à peine visible au loin. Cassandra Vaux est arrivée quelques instants plus tard. Elle portait un équipement tactique noir, les yeux masqués par des lentilles infrarouges, l'image même de la précision. Elle ne perdait pas de temps en plaisanterie. Au lieu de cela, elle lui lança un regard calme et entendu et lui fit signe vers le bâtiment. 2 gardes à l'entrée arrière. Le 3e fume près du générateur toutes les 18 minutes. Nous arrivons à sa prochaine pause. Thatcher hocha la tête, impressionnée. Elle était toujours vive, tout aussi compétente qu'avant. Mais il y avait une sensation de serrement dans sa poitrine, ce n'était pas une simple opération. Marlowe était à l'intérieur, et ça faisait toute la différence. Sans ajouter un mot, ils avancèrent, silencieux comme des ombres. Bishop a ouvert la voie, ses mouvements pratiqués et fluides. À 2h13 précises, comme Cassandra l'avait prédit, le 3e gardien a pris une pause cigarette. Ils se sont glissés à travers un panneau latéral, longtemps forcés et laissés pourrir par celui qui l'avait vérifié en dernier lieu. L'air à l'intérieur sentait l'huile, le métal et le genre de vieillissement qui ne vient qu'avec la négligence. Les couloirs étroits étaient encombrés de caisses, indéfinissables et banalisées. La lampe de poche de Thatcher les a balayés, ne révélant que de la poussière et des serrures rouillées. Puis, un son faible ou une voix faible, incontestablement féminine. Ils suivirent le son, se faufilant dans le labyrinthe sombre jusqu'à atteindre une pièce verrouillée, dotée d'une seule petite fenêtre. À l'intérieur, Marlowe était assise, enchaînée à une chaise, ses cheveux emmêlés et ses lèvres craquelées, mais ses yeux s'illuminèrent à l'instant où ils entraient en contact. Le cœur de Thatcher se serra. Elle essaya de parler, mais sa voix dépassait à peine le murmure. Alors que Cassandra actionnait la serrure, Bishop grogna doucement, un avertissement. « Attendez » murmura Thatcher. Lentement, il se retourna, tous ses instincts à vif. Des pas. 2 hommes armés. L'un portait un silencieux, l'autre une matraque paralysante. « Éloignez-vous de la porte » dit l'homme le plus grand, sa voix calme et répétée. « Tu n'étais pas censé la retrouver aussitôt. » La réponse de Thatcher a été rapide et sans hésitation. Et pourtant, nous y sommes. En un clin d'œil, Cassandra laissa tomber le premier garde d'un tir précis dans la jambe, tandis que Bishop se jeta sur le second, lui faisant tomber le bâton des mains. Thatcher n'a pas perdu de temps, s'est attaqué à l'homme plus grand et l'a projeté contre une caisse à proximité. Le combat fut rapide, brutal et terminé en quelques secondes. Le silence s'abattit sur l'entrepôt, lourd et oppressant. Ils ont libéré Marlowe. Alors qu'elle luttait pour s'asseoir, sa voix se brisa, il n'arrêtait pas de me poser des questions sur un code. Quelque chose que mon père m'a donné. Mais je ne l'ai pas. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Thatcher l'aida à se relever, d'une voix douce mais ferme. Oui, répondit-il, les yeux fixes. Vous ne vous en rendez tout simplement pas encore compte. Ils traversèrent l'entrepôt, Cassandra couvrant leurs arrières. Mais alors qu'ils atteignaient la sortie, un moniteur s'est allumé derrière eux inaperçu, un observateur silencieux, un flux de sécurité diffusé par une caméra invisible. Au loin, dans une pièce sombre, une femme aux cheveux argentés et au regard glacial se penchait en avant, son sourire froid et calculé. « Elle est active » a-t-elle murmuré à quelqu'un hors écran. L'enfant se réveille. Son sourire s'élargit. « Laissez-les courir. Nous ne faisons que commencer. » Il s'avère que certaines réponses ne viennent pas des vivants. Ils font écho au silence de ceux qui sont restés trop longtemps silencieux. La chambre du motel était étrangement calme, trop calme. Marlowe était assise sur le bord du lit, enveloppée dans une couverture, ses doigts traçant paresseusement la plaque d'identité toujours accrochée à son cou. Thatcher se tenait près de la fenêtre, regardant la pluie glisser sur la vitre,
perdu dans ses pensées. Cassandra s'était déjà endormie sur la chaise, un œil entrouvert, toujours en alerte. Bishop, épuisé, gisait recroquevillé au pied de Marlowe, sa respiration lente et régulière. Le raid sur l'entrepôt a eu des conséquences néfastes sur chacun d'eux, physiquement et émotionnellement. Mais désormais, le véritable poids de leur situation ne résidait pas dans les blessures physiques mais dans les questions sans réponse qui semblaient plus grandes que jamais. « Je ne me souviens pas qu'elle ait jamais parlé de lui », murmura Marlowe, brisant le silence. « Ma mère, Lena. Elle gardait tout caché, littéralement. Elle avait cette boîte en bois avec un loquet cassé. Je n'avais jamais le droit d'y toucher. » Thatcher se tourna vers elle, la curiosité piquée. « L'avez-vous toujours ?» Marlowe hocha la tête, son expression distante. « Il se trouve dans mon appartement. Ils ont saccagé l'endroit, mais je ne pense pas qu'ils l'aient trouvé. Elle l'a caché dans un vieux piano, du genre dont personne ne pense qu'il fonctionne aujourd'hui. » Sa voix tremblait. C'est typique d'elle. Elle faisait en sorte que tout soit désaccordé, mais c'est elle qui portait la mélodie depuis le début. Le lendemain matin, armés de nouvelles identités et d'une voiture banalisée des contacts de Cassandra, ils se dirigèrent vers l'appartement de Marlowe. Le bâtiment avait été bouclé, mais Thatcher savait comment contourner les barrières. À l'intérieur, la scène était pire qu'il ne l'avait craint, chaque tiroir renversé, chaque cadre brisé. Mais le piano, il était intact, caché à la vue de tous. Marlowe ouvrit le couvercle, révélant la boîte en bois patinée à l'intérieur. Elle le souleva lentement, avec révérence, comme pour découvrir un secret enfoui depuis longtemps. À l'intérieur, il y avait des photographies en noir et blanc, décolorées par le temps en montrant Lena et Hollis, souriant à côté d'une Jeep militaire. Il y avait aussi des documents en farci, une cassette usée intitulée simplement « À elle quand elle est prête » et enfin, une petite pochette en velours contenant une vieille clé en laiton, ornée et gravée du numéro 0471. Marlowe le regarda comme si c'était un fil sous tension. « J'ai déjà vu ce numéro », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. C'était sur une carte d'Arlington, de sa main. Le regard de Thatcher se fit plus aigu. Ce n'est pas seulement une clé. C'est un emplacement, un coffre-fort. De retour au motel, ils ont joué la cassette. La voix de Lena, plus âgée que celle dont Marlowe se souvenait, remplit la pièce au plus lente, plus délibérée qu'auparavant. « Si tu entends ça, c'est que tu es en danger, et je suis désolé. J'ai essayé de te protéger, de lui, de la vérité. Mais tu allais toujours retrouver le chemin du retour. Toi aussi, tu es né. » Les mains de Marlowe tremblaient lorsque les mots lui parvenaient. « Je ne vous ai jamais parlé de ce qu'ils ont fait à Hollis ou à moi. Mais ce qu'il y a dans cette boîte, ce n'est pas seulement le leur. Il vous appartient. Et ils feront tout pour le garder enterré. » Dehors, la pluie s'est transformée en un violent orage. La foudre a craqué le ciel en un seul éclair irrégulier, et à ce bref instant, Thatcher a vu quelque chose. Un chiffre. Regardez. Il se leva instantanément. Ils nous ont trouvés. Les yeux de Cassandra s'ouvrirent, ses instincts s'activèrent. Bishop grogna, bas et menaçant, et Marlowe murmura, comme si la vérité avait enfin fait surface, il n'a jamais été question du dossier. Il s'agissait toujours de moi. Certaines vérités ne rentrent pas parfaitement dans une boîte. Ils brisent tout autour d'eux. Le train pour Arlington avançait dans un silence pesant, le bourdonnement rythmé des voix à peine audibles sous le poids de ceux qui l'attendaient. Marlowe était assise entre Thatcher et Cassandra, serrant fermement la clé dans sa main comme une bouée de sauvetage, une ancre silencieuse au milieu de l'incertitude. Bishop gisait immobile sous le siège, son immobilité troublante, comme s'il sentait lui aussi le poids de leur mission et la destination inconnue vers laquelle il se dirigeait. Aucun d'eux ne parlait beaucoup. L'air était rempli d'anticipation, de peur et de questions tacites qui persistaient dans les espaces qui les séparaient, des questions sans réponse claire. Pour Thatcher, le silence était un champ de bataille. Le calme a réveillé quelque chose au plus profond de lui, une guerre menée non pas avec des armes mais avec des souvenirs auxquels il ne pourrait jamais vraiment échapper. Ils sont arrivés peu après midi. Le ciel au-dessus était d'un gris terne, assorti aux rues froides et en pierre et aux imposants bâtiments fédéraux qui dominaient le quartier historique. La banque dans laquelle ils pénétrèrent était ancienne, construite en granit avec des portes et des gardes en laiton qui semblaient plus cérémoniaux que fonctionnels. À l'intérieur, ils furent accueillis par une réceptionniste qui leva à peine les yeux de son écran jusqu'à ce qu'elle remarque la clé dans la main de Marlowe.
Au moment où ses yeux tombèrent dessus, son expression changea, reconnaissance, inquiétude. Sans un mot, elle se leva et appela le gérant. Quelques instants plus tard, un homme vêtu d'un costume bleu marine est arrivé, se présentant comme étant Monsieur Long. Il les conduisit dans un long couloir, passant devant des rangées de coffres en acier. Boîte 0471, dit-il en s'arrêtant devant un coffre-fort sécurisé par 2 serrures. Cette boîte est restée intacte depuis plus de 20 ans. Le compte a été scellé à la demande de Miss Lena V. Ashford. Vous devez être son héritier désigné. Marlowe hocha la tête, sa voix ferme malgré l'agitation intérieure. Je suis. Monsieur Long a inséré son passe-partout et Marlowe a suivi, insérant la sienne. Ensemble, les serrures s'ouvrirent et le lourd tiroir s'ouvrit avec un gémissement métallique. À l'intérieur, il n'y avait ni trésor, ni bijoux, juste une épaisse enveloppe en papier cartonné estampillé Eyes Only et une petite montre de poche ancienne qui tournait toujours. Marlowe attrapa l'enveloppe en premier, les mains tremblantes. À l'intérieur, elle a trouvé des documents classifiés, certains en anglais, d'autres en farsi, tous marqués de sceaux militaires. Il y avait des photographies d'hommes en uniforme, des cartes avec des lignes rouges griffonnées sur un terrain désertique et une photographie qui fit reculer Thatcher sous le choc. C'était une version plus jeune de lui et Hollis debout devant une base militaire, avec une femme à peine visible derrière eux. Lena. Sous les papiers, cependant, se trouvait quelque chose de bien plus troublant, un rapport ADN scellé dans du plastique. En haut du rapport, le nom de Marlowe était clairement visible, Marlowe V. Ashford. En dessous, surligné en jaune, marqueurs génétiques anormaux détectés. Le sujet correspond au profil du projet Helix. Les yeux de Cassandra se plissèrent. Projet Helix. C'est une biotechnologie de niveau Black OPS. La DARPA l'a lancée dans les années 90 et l'a fermée lorsque trop d'actifs ont disparu. L'estomac de Thatcher se retourna. Êtes-vous en train de dire qu'elle faisait partie d'un programme? La voix de Cassandra se transforma en un murmure. Non. Je dis quel pourrait en être le résultat. Le souffle de Marlowe se bloqua dans sa gorge. La vérité n'était plus un mystère. Sa mère ne l'avait pas seulement protégée des personnes dangereuses, elle l'avait protégée de quelque chose de bien plus horrible, elle-même. Le tic-tac de la montre de poche semblait résonner dans le silence, marquant le moment où le passé et le futur se heurtaient d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Quoi que je sois, murmura Marlowe, sa voix à peine audible, il le savait avant ma naissance. Le regard de Thatcher passa de Marlowe au dossier. Et ils ne vont pas s'arrêter maintenant. Vous n'avez pas besoin d'un uniforme pour être une arme. Parfois, naître suffit. De retour dans une cachette sécurisée au cœur des bois de Virginie occidentale, un poste de garde forestier abandonné depuis longtemps, l'équipe a disposé les documents sur la table, des cartes, des diagrammes, des mémos codés, plus important encore, les fichiers Helix. Cassandra travaillait avec une précision militaire, scannant chaque page comme si elle pouvait déchiffrer ses secrets cachés. Thatcher se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, tandis que Marlowe était assise en silence, le rapport ADN toujours sur ses genoux. La vérité commençait à se dévoiler, mais elle était plus sombre et plus dangereuse qu'aucun d'entre eux ne l'avait imaginé. Finalement, Cassandra rompit le silence en brandissant l'un des documents fanés. Il ne s'agissait pas seulement de recherche génétique, dit-elle lentement. Le projet Helix était une opération officieuse visant à identifier et à manipuler les avantages biologiques hérités, l'intelligence, la force, la mémoire et même la résilience psychologique. Ils n'essayaient pas de créer des super-soldats. Ils essayaient de les reproduire. La voix de Thatcher était basse, presque un murmure. Appairage sélectif. Environnement contrôlé. Surveillance dès la naissance. Cassandra hocha la tête, son expression grave. D'après cela, Lena était soit une volontaire, soit une cible. Elle possédait des marqueurs génétiques qu'il considérait comme essentiels. Elle tourna son regard vers Marlowe et Hollis. Il n'était pas seulement ton père, continua-t-elle, sa voix ferme mais pleine de poids. Il était votre maître, votre protecteur, votre système d'alerte. Marlowe sentit sa poitrine se serrer, ses yeux menaçant de se remplir de larmes retenues, mais elle refusa de les laisser tomber au pas maintenant. Alors ma vie entière était planifiée? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Tout? Non, répondit doucement Thatcher. Mais quelqu'un a planifié ce que vous pourriez devenir. Cela ne veut pas dire qu'il doit décider qui vous êtes. Marlowe secoua la tête. Alors pourquoi ai-je l'impression que quelque chose change en moi?
Le regard de Cassandra se fit plus aiguisé. Que veux-tu dire par changer? Marlowe hésita, essayant de trouver les mots. Dernièrement, je me souviens de choses que je n'ai jamais vécues, d'endroits où je ne suis jamais allé. J'entends parfois des voix. Pas seulement des pensées. Des souvenirs. Mais ce ne sont pas les miens. La pièce resta immobile, l'air chargé de la prise de conscience tacite que Marlowe ne se contentait pas de se remémorer des souvenirs, elle vivait quelque chose de bien plus profond. Cassandra sortit une page du bas du dossier. Il s'agissait d'une évaluation psychologique intitulée « Sujet 6A ». Il décrivait des empreintes de mémoire partagées, une perception accrue et un lien biologique profond avec les chiens. Cassandra regarda Bishop, qui n'avait pas bougé du côté de Marlowe depuis qu'ils étaient entrés dans la pièce. Le chien lui répondait plus vite qu'à quiconque, presque comme s'il lisait dans ses pensées. Elle n'a pas seulement des traits de caractère, dit lentement Cassandra. Elle a accès. Ils l'ont conçu pour recevoir quelque chose. Thatcher s'assit lourdement, le visage pâle. C'est pourquoi ils ne l'ont pas tuée. Ils ont besoin qu'elle soit consciente. Vivante. Réveillée. Les yeux de Marlowe se tournèrent vers le rapport ADN, puis autour de la pièce. Alors, que se passe-t-il lorsque je me réveille complètement? Personne n'a répondu. Ils ne le savaient pas dehors, dans le vent froid de la forêt, le silence n'était pas paisible. C'était une préparation. Ils ne l'avaient pas simplement créée pour survivre. Ils l'avaient construite pour s'activer. En pleine nuit, Marlowe s'est réveillé, trempé de sueur, son cœur battant si fort qu'il avait l'impression qu'il allait lui déchirer la poitrine. Pendant un instant, elle crut que c'était un autre cauchemar, mais il n'y avait eu aucun rêve, juste une bouffée de chaleur qui inondait son corps, suivie d'un silence si intense qu'il submergeait ses sens. Lentement, elle s'assit sur le bord du lit, les mains tremblantes. La cabine était sombre, seule la faible lueur du feu mourant illuminait la pièce. Thatcher dormait sur le canapé, Cassandra se tenait près de la porte et Bishop ronflait doucement à ses pieds. Tout était calme, mais elle ne l'était pas. Ses sens étaient aiguisés, exacerbés d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle pouvait entendre l'électricité bourdonner à travers les murs, le rythme de la respiration de Cassandra à travers la pièce, et même le subtil crépitement du bois dans la cheminée. Alors qu'elle se levait, son corps semblait différent, plus léger mais plus fort, plus équilibré, comme si la gravité s'était déplacée pour s'adapter à elle. Elle se dirigea vers le petit miroir près du lavabo et regarda son reflet. Même visage, mêmes yeux, mais en quelque sorte plus profond, plus net. C'était comme si quelqu'un avait réorienté sa vie, et tout était soudain plus clair, plus vivant. Thatcher remua, clignant 2 fois des yeux, attrapant son arme de poing, mais s'arrêta lorsqu'il la vit immobile, baignée de sueur et de lumière du feu. Marlowe, demanda-t-il doucement, sa voix remplie d'incertitude. Elle se tourna vers lui, son regard calculateur, son expression concentrée plutôt que craintive. « Je les ai vus, murmura-t-elle. Je ne sais pas comment, mais je les ai vus, le labo, les murs blancs, ma mère, d'autres. Il y avait d'autres femmes, d'autres enfants. Je les connaissais, mais je ne les ai jamais rencontrés. » Cassandra se redressa immédiatement, les yeux écarquillés. « Vous avez un rappel de mémoire. Ce n'est pas seulement de l'adrénaline. Quelque chose déclenche des données stockées à long terme, des souvenirs auxquels votre esprit conscient n'a jamais eu accès. » Marlowe baissa les yeux sur ses mains, un mélange de confusion et de réalisation traversant son visage. « Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais cela ne ressemble pas à une dépression. Cela ressemble à un début. » Bishop laissa échapper un grognement profond et guttural, non pas un avertissement, mais un signe de reconnaissance, comme si quelque chose en lui comprenait le changement qui se produisait au sein de Marlowe. Leur lien avait toujours été fort, mais il semblait désormais plus profond, presque biologique, comme si leurs instincts s'étaient synchronisés. Le moment était tangible, chargé d'une énergie silencieuse qu'ils pouvaient tous deux ressentir. Puis, un léger bip rompit le silence. Le clignotement doux et régulier de l'ordinateur portable sur la table a attiré l'attention de tout le monde. Cassandra était déjà debout, traversant la pièce d'un mouvement fluide. Cet ordinateur portable n'était connecté à rien, dit-elle d'une voix calme mais confuse. C'est isolé. Mais les clignements des yeux continuaient, implacables, comme si quelque chose hors de leur contrôle se produisait. La lumière clignota une fois, puis 2 fois, comme le rythme d'un battement de cœur. L'écran s'est animé, révélant une fenêtre noire avec une seule ligne de texte, protocole Helix, activation de la phase 2 vérifiée.
Les mots pulsèrent une fois avant de disparaître dans le néant. Un frisson se répandit dans la pièce. Il savait que cela allait arriver, dit doucement Thatcher, la voix basse et empreinte d'une terreur croissante. Ils attendaient ce moment, attendant qu'elle s'allume. Marlowe recula en trébuchant depuis l'écran, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je n'ai appuyé sur rien. Je n'ai rien connecté. C'est juste arrivé. Cassandra ferma rapidement l'ordinateur portable, le verrouillant avec précision. C'est parce qu'il n'a jamais été question de contrôle externe, a-t-elle expliqué, d'une voix aiguë et sûre. Le protocole était en vous. Elle se tourna vers Thatcher, son expression se durcissant. Elle diffuse. Vous ne pouvez pas fuir vos créateurs, pas quand ils vous ont construit pour les trouver. Le silence après l'activation du protocole était plus fort que n'importe quelle alarme, étouffant l'espace. Marlowe pouvait sentir quelque chose en elle changer, pas seulement physiquement, mais mentalement, émotionnellement et même spirituellement. Elle ne faisait pas que changer. Elle se connectait à quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. L'esprit de Thatcher s'emballait, sachant que la fenêtre d'opportunité se refermait rapidement. Maintenant que le protocole Helix était actif, ceux qui en étaient à l'origine, les créateurs, seraient en état d'alerte. Il savait qu'elle était en vie, il savait qu'elle était active et il viendrait la chercher. Cassandra avait découvert un nom dans les fichiers trouvés cachés dans le coffre-fort, le docteur Julian Crest, un ancien généticien de la DARPA qui avait été officiellement déclaré mort en 2012 à la suite d'un mystérieux accident de laboratoire. Mais les documents financiers cryptés dépeignent une toute autre histoire. Crest était toujours en vie, tirant des fonds par l'intermédiaire d'une société écran basée en Arizona. Il n'est pas mort, confirma Cassandra, la voix teintée d'incrédulité. Il vient de disparaître derrière les bons papiers. Le regard de Marlowe était fixé sur l'écran, le poids de sa prise de conscience s'imprégnant. S'il a aidé à me créer, alors il me doit la vérité. L'endroit était répertorié comme un centre de réadaptation enfoui au plus profond du désert de l'Arizona ou isolé, désolé, enveloppé de sable et d'ombre. Mais les images de surveillance dressaient un tableau bien différent, gardes armés, véhicules banalisés, capteurs thermiques, entrées renforcées. Ce n'est pas une cure de désintoxication, marmonna Thatcher, les yeux plissés. C'est un bunker. Cassandra hocha la tête, préparant déjà leur équipement avec une efficacité rapide. Ensuite, nous entrons comme si c'était une forteresse. Ils ont pénétré dans l'installation juste après minuit, en utilisant un puits de maintenance oublié depuis longtemps et qu'Albi avait découvert dans un plan vieux de 10 ans. À l'intérieur, l'air était froid, stérile et oppressant, avec une lourdeur ancienne, un poids qui semblait murmurer des secrets enfouis. Les murs étaient en béton, l'éclairage minimal, projetant de longues ombres s'étirant. Après avoir parcouru des couloirs étroits et contourné une série de pièges de sécurité, ils atteignirent un laboratoire caché situé au sous-niveau. Et il était là, debout au milieu de la pièce, sa présence presque comme s'il avait attendu. Un homme aux cheveux grisonnants et aux yeux creux. Il n'a pas fui. Il n'a pas paniqué. Au lieu de cela, il leva lentement les mains, comme s'il se rendait. « Tu es en avance, dit-il doucement, son regard se fixant sur Marlowe. Le protocole a été déclenché trop tôt. Thatcher s'avança, son arme pointée avec précision. « Êtes-vous le docteur Crest ?» « Je l'étais, » répondit l'homme, la voix lasse. « Maintenant, je suis juste le dernier à se souvenir de la façon dont elle a été créée. » Marlowe s'avança vers lui, sa voix ferme mais brisée par une émotion qu'elle ne parvenait pas à situer. « Pourquoi ? Pourquoi ma mère ? Pourquoi moi ?» Crest expira lentement, les yeux pleins de tristesse. « Parce qu'elle avait les marqueurs les plus purs, et toi, tu étais notre seul succès. » La réponse restait en suspens comme un aveu discret à une question que personne n'avait osé poser. La voix de Cassandra traversa la tension, aiguë et inflexible. « Quelle question ?» Le regard de Crest passa de Cassandra à Marlowe. Helix n'était pas la fin. Ce n'était que la première étape, un prototype. Vous étiez le seul à avoir survécu au processus. Avant que quiconque puisse réagir, l'installation a été secouée par une violente explosion. Le sol tremblait sous leurs pieds, des lumières rouges clignotaient sur les murs et le hurlement strident des sirènes remplissait l'air. Faille de sécurité détectée. Protocole de confinement lancé, hurla la voix mécanique du système. Crest sourit amèrement. Vous vouliez la vérité, dit-il, la voix pleine de résignation. Maintenant, ils veilleront à ce que vous ne repartiez jamais avec. Ils l'ont construite pour qu'elle soit secrète.
Maintenant, elle est leur plus gros handicap. Le couloir fut plongé dans le chaos, les cris des alarmes étouffant tous les autres sons. La poussière tombait du plafond tandis que les portes métalliques se fermaient l'une après l'autre, coupant leurs issues de secours. Cassandra attrapa le bras de Marlowe et la ramena dans le laboratoire. Il ferme les sorties. Nous avons 90 secondes, max. Thatcher croisa les yeux du docteur Crest, son expression se durcissant. Tu viens avec nous. Mais Crest ne bougeait pas. Son visage était devenu cendré. Je n'étais jamais censé quitter cet endroit, dit-il doucement. Mais elle l'était. Marlowe se tenait au milieu du chaos, sa respiration rapide mais son esprit d'un calme troublant. Les flashs de mémoire revinrent, vifs et précis, les plans du complexe, les puits de maintenance, les salles des générateurs. Elle ne se souvenait pas seulement maintenant. Elle accédait à des connaissances, à des ensembles entiers de données qu'elle n'avait jamais étudiés. Instinct, code, mécanisme de survie, elle puisait dans quelque chose qui la dépassait. Il y a un sous-tunnel sous le laboratoire 3, dit-elle soudainement, sa voix pleine de certitude. Cela mène aux anciennes chambres de refroidissement. Cassandra la regarda, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Comment le sais-tu » ? « Je ne le fais pas, murmura Marlowe. « Mais je le fais. » Ils se déplaçaient rapidement dans les couloirs, Thatcher ouvrant la voie, Cassandra couvrant l'arrière et Marlowe les guidant à travers le labyrinthe avec une précision étrange. Bishop restait à ses côtés, bougeant avec le même instinct aigu, chaque pas aligné avec le sien. À chaque virage qu'il franchissait, Marlowe avait une longueur d'avance, prédisant les angles de caméra, évitant les capteurs de mouvement et anticipant même les patrouilles de garde. Ce n'était pas de la chance. C'était la survie, inscrite dans son être même. Lorsqu'ils atteignirent une cloison scellée près de la base du laboratoire, Cassandra jura dans sa barbe. Cela a été fermé il y a des années. Plus maintenant, dit Marlowe, sa voix ferme. Elle posa sa main sur le panneau et, avec un léger sifflement, la serrure se déverrouilla. Le tunnel au-delà était étroit, froid et bourdonnait de l'énergie oubliée des machines abandonnées depuis longtemps. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans le tunnel, Thatcher se tourna vers Marlowe. C'était de la mémoire musculaire, dit-il, la voix remplie de réalisation. C'était de la programmation. Marlowe hocha la tête, les yeux lointains. Je pense que ma mère cachait plus qu'une simple boîte dans ce piano. Elle cachait des connaissances. Peut-être même tout un ensemble d'instincts. Cassandra se retourna, la voix basse. Vous ne vous souvenez pas seulement de cet endroit. Vous avez été conçu pour y échapper. Derrière eux, des bruits de pas rapides résonnaient dans le couloir, des agents de l'ARA, lourdement armés, se rapprochaient rapidement. Des coups de feu ont retenti alors qu'ils approchaient du bord du tunnel. Thatcher a riposté, couvrant leur retraite alors qu'ils avançaient. Une balle a effleuré le mur à quelques centimètres de la tête de Marlowe. Bishop se précipita, son grognement féroce, forçant l'un des soldats à reculer. Dans le chaos, Thatcher a lancé une grenade flash dans le couloir, leur faisant gagner quelques précieuses secondes. Ils sortirent du tunnel dans un ravin sec, le désert s'étendant large et silencieux devant eux. Une camionnette attendait, Cassandra et Hera en renfort. Tandis que le véhicule filait à toute allure dans la nuit du désert, Marlowe saisit la montre à gousset du coffre-fort, qui tournait toujours régulièrement dans sa main. « Et maintenant » demanda-t-elle, sa voix tremblante pour la première fois depuis le moment où tout avait changé. Thatcher la regarda, son expression dure et résolue. « Maintenant, arrêtons de courir, dit-il, la voix froide de détermination. Et nous commençons à chasser. » Cassandra hocha la tête, son regard se tournant vers l'horizon sombre. Parce que celui qui a construit ce programme ne vous a pas seulement créé. Sa voix devint plus sombre, plus sûre. Ils en ont créé d'autres. Les yeux de Marlowe se plissèrent alors que le poids de ses propres questions commençait à s'installer. Si j'étais la seule, pourquoi les dossiers contenaient-ils des numéros? La planque de la campagne du New Hampshire était d'un calme troublant, trop calme. Le silence n'était pas paisible, c'était tendu, épais, avec un poids presque palpable, comme si le monde entier retenait son souffle. À l'intérieur de la cabine, Marlowe était assise sur le sol, les jambes croisées, passant au crible les dossiers qu'ils avaient pris dans le laboratoire de Crest. Des papiers étaient éparpillés autour d'elle, des documents usés, des photos avec des codes énigmatiques griffonnés au dos et des cassettes marquées d'étiquettes mystérieuses. Thatcher s'appuya contre l'encadrement de la porte, ses yeux étudiant attentivement ses mouvements, sa posture prudente. Cassandra, assise à la table à manger,
griffonnait dans un bloc-notes, tentant de reconstituer une chronologie à partir d'informations fragmentées. Mais c'est Marlowe qui a découvert la clé, elle a trouvé une page pliée cachée dans un vieux manuel, dont la signification n'était pas claire. Il n'y avait ni titre, ni contexte, seulement une liste de noms, chacun précédé de la même désignation, Cissa. Marlowe regarda la liste, les noms brillaient presque sous la faible lumière, et une légère prise de conscience la frappa. « Je pensais que j'étais la seule », murmura-t-elle doucement. « Mais je ne le suis pas. » Thatcher s'approcha, se penchant par-dessus son épaule. Son regard tomba sur la liste. « Il y avait 5 noms, dit-il à voix basse. Celui de Marlowe était le dernier. Ce ne sont pas que des dossiers. Ce sont des identités, des sujets. » Le doigt de Marlowe plana sur le deuxième nom. Quinward. Je l'ai vu dans mes rêves. Un garçon dans la neige, courant. Je pensais que c'était juste mon imagination. Cassandra leva brusquement la tête, les yeux écarquillés. Ce n'est pas de l'imagination, dit-elle rapidement. C'est neurologique. Vous êtes connecté à eux d'une manière ou d'une autre, que ce soit génétiquement ou cognitivement. Vous captez des signaux, des souvenirs partagés, peut-être même une communication instinctive. La voix de Marlowe était à peine un murmure, le poids de ses mots pesant sur elle. Ils ne nous ont pas seulement créés. Ils nous ont liés. Plus tard dans la soirée, Cassandra a décrypté une clé USB trouvée parmi les journaux. Le contenu était révélateur, une carte clignotante sur l'écran, 5 marqueurs rouges disséminés à travers les États-Unis, chacun correspondant à un nom de la liste. Ce ne sont pas seulement des identités, dit Cassandra, la voix empreinte d'urgence. Voici leurs emplacements, des sujets endormis, probablement pas réveillés. Thatcher se pencha par-dessus son épaule, ses yeux scrutant la carte. Ou déjà activé, suggéra Marlowe, sa voix ferme mais tendue. La carte se reflétait dans ses yeux. Si j'étais déclenché, il pourrait l'être aussi. Ou il pourrait être en danger, tout comme moi. Cassandra hocha gravement la tête. Et s'ils se réveillent, ils ne sauront plus à qui faire confiance, a ajouté Thatcher, la voix empreinte d'inquiétude. Cela les rend soit vulnérables, soit mortels. Marlowe se tourna et se dirigea vers le coin le plus éloigné de la pièce, où une montre de poche provenant du coffre-fort reposait sur une petite table. Elle le ramassa, sentant le tic-tac constant contre sa paume. « Il y a quelque chose dans cette montre », dit-elle d'une voix douce mais résolue. « Quelque chose qui n'arrête pas d'apparaître dans mes rêves. Je pense que c'est plus que sentimental. Je pense que c'était utilisé pour chronométrer quelque chose. » Cassandra jeta un coup d'œil au code réseau griffonné au bas du rapport ADN de Marlowe. Cette séquence ? Elle correspond à une partie du signal que nous suivons. Cette montre pourrait être réglée sur la balise, songea Thatcher en regardant les deux femmes. Il regarda entre eux, le regard perçant. Êtes-vous en train de dire qu'elle peut les suivre ? Non, répondit doucement Marlowe. Je pense que je peux les sentir. Alors que l'équipe prévoyait d'enquêter sur le sujet le plus proche de la liste, la carte cligna à nouveau. L'un des marqueurs rouges s'est légèrement déplacé, se déplaçant vers les forêts enneigées de l'Oregon. En pleine nuit, un adolescent s'est redressé dans son lit, le nez saignant et le souffle court. Il regarda le plafond comme si quelqu'un venait de l'appeler par son nom. Il essuya le sang avec ses doigts tremblants et murmura « Marlowe ». Il ne connaissait pas son nom, mais à ce moment-là, il avait l'impression de l'avoir toujours attendu. La ville de Silver Pine, dans l'Oregon, était le genre d'endroit que les gens oublient, un village calme et isolé entouré d'une forêt dense et enseveli sous la neige une grande partie de l'année. Quinward y avait passé toute sa vie, élevé par un entrepreneur militaire à la retraite qui prétendait être son oncle. L'homme était strict, solitaire et évitait toujours de parler des parents de Cain. Chaque fois que Cain posait la question, la réponse était toujours la même, ils étaient perdus dans le service. Mais Cain n'avait jamais cru à cette histoire, pas entièrement. Parce que parfois, dans le calme de la nuit, il entendait des voix dans ses rêves. Et parfois, dans ses rêves, il la voyait. La même fille, toujours, cheveux blonds, yeux sombres, forte mais terrifiée. Parfois elle était dans un laboratoire, parfois elle courait. Cain ne savait pas qui elle était, mais chaque fois qu'il se réveillait de ses rêves, ses mains tremblaient, sa poitrine lui faisait mal et son nez saignait. Il a arrêté de parler de ses rêves à son oncle après que l'homme ait brûlé une photo que Cain avait dessinée du visage de la jeune fille. « Tu n'as pas été fait pour te souvenir », avait dit son oncle d'une voix froide. Ces mots hantaient Cain plus que les rêves eux-mêmes. Ce matin-là,
Après son rêve le plus vivant à ce jour, Cain a ressenti quelque chose de différent, comme si un interrupteur avait été actionné en lui. Cette fois, la jeune fille avait murmuré un nom. Marlo. Lorsqu'il se réveilla, la vieille horloge du couloir, qui n'avait pas été touchée depuis des années, tournait à nouveau. Il ne savait pas pourquoi, mais cela lui faisait plus peur qu'autre chose. Poussé par un sentiment qu'il ne parvenait pas à expliquer, Cain descendit au sous-sol et s'approcha du vieux coffre que son oncle lui avait toujours prévenu de ne jamais ouvrir. Quelque chose au plus profond de lui disait que désormais, il avait le droit. À l'intérieur du coffre, il a trouvé des dossiers médicaux, des dizaines. Certains avec son nom, d'autres marqués de codes comme 6 à 02. Un dossier contenait une photo de lui à l'âge de 5 ans, connecté à des machines. Un autre a montré son sang au microscope. Sujet adaptatif Elix, Ward. Ses mains se mirent à trembler. Il n'a pas été adopté. Il n'était pas orphelin. Il a été créé. Qualifié. Gardé sous surveillance constante. Sa vie entière avait été contrôlée, et maintenant, les murs qu'il avait retenus commençaient à s'effondrer. À ce moment-là, le bruit des pneus craquant sur la neige dehors parvint à ses oreilles. Son oncle était rentré tôt. Cain attrapa les dossiers, les fourra dans son sac à dos et sortit par la fenêtre arrière. Il ne savait pas où il allait, seulement que quelque chose en lui le tirait vers elle. Le nom Marlo résonnait dans son esprit, comme une balise qui l'appelait. De retour dans la cabane du New Hampshire, Marlo était assise près du feu, regardant la carte avec 5 points clignotants. L'un d'eux venait de déménager. Ses yeux s'ouvrirent et elle murmura, « Il est réveillé. » Thatcher leva les yeux de la table. « Cain ?» Marlo hocha lentement la tête. « Il court. » Cassandra entra de l'extérieur, la neige craquant sous ses bottes. « Alors nous ferions mieux de le trouver avant eux. Certaines rencontres ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont inscrits dans votre sang. » La neige tombait abondamment dans le nord de la Pennsylvanie alors que l'équipe traversait les frontières de l'État à bord du SUV noir modifié que Cassandra avait équipé pour échapper à la surveillance. Marlo était assise sur la banquette arrière, les yeux fixés sur le tracker clignotant de l'ordinateur portable à côté d'elle. L'un des points rouges se déplaçait d'abord de manière irrégulière, puis régulièrement vers l'est. Quartier Cain. Elle ne savait pas comment elle pouvait le ressentir, mais c'était indéniable, une sorte de résonance au plus profond de sa poitrine, comme si sa présence alignait quelque chose en elle. « Il a peur » murmura-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Mais il ne me fuit pas. Il court vers moi. » Cassandra la regarda à travers le rétroviseur, une lueur de compréhension traversant ses traits. « Le lien entre vous deux devient plus fort. Si la conception Helix incluait une fréquence neuronale partagée, plus vous vous rapprochez, plus vous deviendrez connectés. » Thatcher, assise à côté de Cassandra, n'aimait pas cette phrase. Alors, que se passe-t-il quand ils se réveillent tous? Cassandra soupira profondément, son souffle étant un brouillard dans l'air froid. Alors l'expérience est en direct. Et on ne sait pas ce que cela signifie pour aucun d'entre nous. Marlo baissa les yeux sur ses mains, sentant leur calme constant. Il ne tremblait plus. En fait, plus elle puisait profondément dans cette connexion, plus elle se sentait en contrôle comme si le chaos qui l'entourait aiguisait son esprit plutôt que de la briser. Elle ne s'effondrait pas. Elle se mettait en place. Pendant ce temps, au fond des bois enneigés près de Scranton, Cain marchait péniblement dans la neige jusqu'aux genoux. Les dossiers dans son sac à dos semblaient plus lourds à chaque pas, non pas à cause de leur poids physique, mais à cause du poids qu'il portait sur son âme. Sa respiration était saccadée, sa peau engourdie par le froid, mais quelque chose le poussait toujours à avancer. Il ne savait pas ce qui l'attendait, seulement cette retraite signifiait l'effacement, un destin pire que la mort. Derrière lui, le doux grondement des pneus sur la neige semblait inquiétant, un véhicule noir, se déplaçant lentement, délibérément, sans phare. Il ne le cherchait pas. Il le traquait. Soudain, la voix de Marlo brisa le silence dans la voiture. Ils l'ont trouvé. La tête de Thatcher se retourna. Où? Je ne sais pas, répondit-elle, la voix teintée d'urgence. Ses yeux étaient écarquillés avec un mélange d'effroi et de détermination. Mais il est en danger. Je peux le sentir dans ma tête, comme une pression qui monte derrière mes yeux. Le pied de Cassandra appuya sur l'accélérateur. Alors nous n'attendons pas les coordonnées. Nous bougeons maintenant. Plus tard dans la nuit, Cain tomba sur un ruisseau gelé, ses pieds glissant sur la glace.
Depuis l'ombre, une voix cria. Viens, active contrôlé à froid 6 à 02. Halt. 3 personnages en noir tactique émergèrent de l'obscurité, leurs armes levées, pointées sur Caïn. Son cœur s'emballa alors qu'il se figea, sachant que la mort était proche. Mais juste au moment où son destin semblait scellé, une forme surgit de l'ombre, Bishop, suivi de près par Marlowe. Lorsque 2 morceaux du même code entrent en collision, quelque chose de nouveau commence. La neige a explosé autour d'eux tandis que Bishop se précipitait sur l'agent Hera le plus proche, l'abattant avec une force brutale. Marlowe, plus rapide qu'elle ne l'avait jamais été auparavant, se déplaçait vite. Elle a attaqué Caïn derrière un arbre tombé juste au moment où les coups de feu brisaient la nuit. « Tu es réel ?» murmura Caïn avec incrédulité, son souffle s'embuant dans l'air froid. « Je te vois dans ma tête depuis des années. » Marlowe croisa son regard, sa voix ferme malgré la folie qui se déroulait autour d'eux. « Tu n'es pas fou. Tu es connecté. » Caïn hocha la tête, toujours tremblant, son esprit luttant pour saisir l'énormité de tout cela. « Je pensais que je perdais la tête. » Non, dit Marlowe, sa voix inébranlable. « Tu te réveilles. » Thatcher et Cassandra ont fourni un tir de couverture derrière une crête, forçant les agents restants de la Hera à battre en retraite pour le moment. Lorsque les tirs ont finalement cessé et que la neige est revenue, la forêt est tombée dans un silence étrange et tendu. Caïn regarda Marlowe, abasourdi par ce qui venait de se passer. « Comment m'as-tu trouvé ?»« Je ne l'ai pas fait, » répondit-elle, sa voix calme, mais remplie d'une certitude consciente. « Nous nous sommes retrouvés. » Il y avait maintenant quelque chose d'électrique entre eux, quelque chose de plus profond que des mots, une connexion qui n'avait pas besoin d'explication. C'était comme entendre une chanson que l'on n'avait jamais entendue, mais connaître chaque note par cœur. De retour au SUV, Caïn était assis, la tête dans les mains, essayant de donner un sens à tout. Les fichiers dans son sac à dos correspondaient aux données que Cassandra avait décryptées, neuroliens, séquençage génétique, réseau de mémoire partagé. Il n'était pas seulement comme Marlowe. Il a été construit avec elle le deuxième sujet Helix viable. Cassandra les regarda tous les deux, d'un ton grave. Il y en avait 5, leur rappela-t-elle. Vous êtes 2, ce qui veut dire qu'il en reste 3. Hera ne s'arrêtera pas maintenant. Pas après ça. Marlowe jeta un coup d'œil à Cain, son expression pensive. Est-ce que tu le sens? Caïn hocha la tête, une profonde sensation de bourdonnement statique dans sa poitrine. C'est comme si quelqu'un essayait de me parler, mais la fréquence n'était pas encore réglée. C'est eux, dit-elle. Les autres? Thatcher entra dans la cabine, époussetant la neige de son manteau. Nous avons intercepté des discussions. Hera ne se regroupe pas. Ils se préparent pour un protocole de balayage complet. Ils vont activer ceux qui restent ou les éliminer avant que nous puissions les atteindre. Cassandra se leva, regardant par la fenêtre la tempête qui se préparait. Il n'a jamais été question de survie. C'était une question de sélection. Vous 2 avez été conçus pour survivre aussi longtemps. Le reste, peut-être pas. Marlowe se leva, les yeux brûlants d'une détermination tranquille. Ensuite, on ne court plus. On retrouve les autres. On les fait venir. Et on met fin à ça avant eux. Caïn la regarda, surpris par le feu de ses paroles. Tu n'as pas peur? Elle sourit, une expression douce amère traversant son visage, mais il y avait de la force en elle. Je le suis, mais la peur ne veut pas dire arrêter. Elle attrapa la montre à gousset, le tic-tac constant rappelant tout ce qu'ils avaient enduré. La peur, c'est juste maintenant. Ils ont été construits pour suivre les ordres, mais ils ont choisi d'y mettre fin. L'ancienne installation située dans les collines de Caroline du Nord semblait abandonnée, son extérieur rouillé rappelant sombrement ce qui avait été autrefois. Pourtant, Marlowe le sentait, au plus profond des murs en ruine, le signal était toujours vivant. Elle, Caïn, Cassandra, Thatcher et Bishop se tenaient devant l'entrée, chacun sachant que c'était la dernière étape. Au fond, les 3 derniers sujets Helix étaient éveillés. Plus besoin de courir. Plus besoin de se cacher. Ils descendirent dans les tunnels froids, leurs mouvements étant davantage guidés par leur instinct que par leur mémoire. À l'intérieur, ils les trouvèrent 3 autres, tout comme Marlowe et Caïn. Marqués, modifiés, connectés. Il n'y avait aucune peur dans leurs yeux, juste une profonde reconnaissance. L'une d'elles, une fille, s'avança. Nous vous avons vu dans le noir. Caïn hocha la tête. Nous sommes venus pour le fermer.
Dans la salle de contrôle, Cassandra a inséré le lecteur final dans le système. Cela efface tout. Partout. Marlowe croisa son regard, sa voix ferme et inébranlable. Fais-le. Lorsque le système s'est finalement éteint, c'était comme s'ils avaient expiré un souffle qu'ils n'avaient pas réalisé qu'ils retenaient. Les serveurs se sont arrêtés, les codes ont disparu et le bourdonnement qui les avait suivis toute leur vie a cessé. À sa place, c'était le silence. Et la paix. Pour la première fois, ils n'étaient ni des atouts ni des sujets. Ils étaient simplement vivants. Humains. Dehors, le soleil commença à se lever sur les arbres, éclairant les installations en ruine derrière eux. Cain se tourna vers Marlowe, un doux sourire aux lèvres. C'est fini. Elle secoua la tête, une lueur de détermination dans les yeux. Non, ça ne fait que commencer. Nous mettons fin à ce qu'ils ont commencé ou pour tout le monde comme nous. Plus de secrets. Plus de contrôle. Juste le choix ou la seule chose qu'Elix n'avait jamais autorisée. Tandis qu'il s'éloignait, Marlowe tenait la montre à gousset dans sa main, le tic-tac régulier emplissant la voiture silencieuse. Une voix résonnait faiblement dans son esprit, la voix de sa mère, douce et sûre. Vous n'êtes pas fait pour obéir. Vous êtes fait pour choisir. Et tandis que la lumière baignait son visage, Marlowe ferma les yeux. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait libre.